Alors, c'est bon, vous arrivez à voir la présentation? Parfait. Allez, bismillah, on va commencer. Donc, aujourd'hui, on attaque la deuxième partie des urgences respiratoires. Alors, on va traiter la BPCO et on va profiter de la BPCO pour faire un petit paragraphe récapitulatif de l'embolie pulmonaire puisque c'est une des causes d'exacerbation de la BPCO. Et enfin, on va parler de l'hémoptysie. Alors, pour l'échographie, on n'aura pas le temps et puis ça se prête plus à quelque chose de pratique. Alors, les chapitres qu'on va voir, on commence donc directement par la décompensation de la BPCO. Alors, la BPCO, c'est cette maladie qui est très, très fréquente, mais qui reste malheureusement sous-estimée et mal perçue par le patient et sous-diagnostiquée par le médecin. Et vous allez voir qu'après cette présentation, vous n'avez qu'à regarder autour de vous, il y a tellement de BPCO qu'on peut les rattraper au bon moment. Alors, c'est une maladie respiratoire chronique caractérisée par l'obstruction permanente et progressive des voies aériennes. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, contrairement à ce qu'on a vu hier dans l'asthme, il n'y a pas de réversibilité, il n'y a pas de variabilité. Ce qui démarre, ça y est, c'est parti pour démarrer et malheureusement, ça va s'aggraver forcément et c'est quelque chose de non réversible. Donc, ce qui la caractérise, c'est le trouble ventilatoire obstructif non réversible. Ça veut dire qu'il faut bien une mesure du souffle pour le confirmer. Donc, on comprend d'emblée que la confirmation du diagnostic passe par une exploration fonctionnelle respiratoire, au minimum une spirométrie. Alors pourquoi en parler? Justement parce qu'aux urgences, vous allez voir pas mal de BPCO qui peuvent malheureusement décéder. Et la BPCO a été classée par l'OMS et par plusieurs classifications mondiales comme une des causes primordiales de mortalité. Et comme vous voyez, on disait dans les prévisions qu'en 2025, ce sera la troisième cause de mortalité. Or, cette chose s'est confirmée bien avant, c'est qu'en 2019 déjà, eh bien, la BPCO, elle est dans le top 3 de mortalité par maladie. Donc, on parle vraiment d'une maladie qu'il faut éviter, qu'il faut traiter à temps pour éviter les complications, entre autres le décès par les complications de la BPCO. Alors, certes, la BPCO est fortement rattachée au tabagisme puisque c'est la principale cause. Avant, on pensait que c'était uniquement le tabagisme actif. Or, aujourd'hui, on sait que même le tabagisme passif peut être responsable. C'est comme ça qu'on peut voir la BPCO chez des femmes qui ne fument pas, mais dont le mari fume, par exemple. Mais il n'y a pas que ça, parce qu'effectivement, des fois, on reçoit des profils qui ne ressemblent pas à une BPCO. Voilà, je vais rester sur une vieille dame qui habite à la campagne, qui n'a pas d'exposition au tabagisme ni actif ni passif des fois. Et elle fait une authentique BPCO. Et on se rend compte qu'il y a des facteurs de l'environnement, qui soient domestiques ou même atmosphériques. Donc, là, maintenant, le rôle de la pollution commence à se confirmer. Et puis, il y a aussi la pollution domestique par tout ce qui fait la biomasse. Vous savez, les fours traditionnels, les manières de chauffer de manière traditionnelle. On met n'importe quoi, on allume le feu pour se chauffer dans des régions un peu, en manque de ressources. Ce qui fait cette fumée-là, eh bien, peut donner une BPCO authentique comme la BPCO post-tabagique. Alors, pourquoi la BPCO c'est grave? On va essayer de comprendre. Et on va prendre la cigarette puisque c'est la cause la plus fréquente. Donc, au fait, la fumée de la cigarette, quand on va la faire rentrer dans les bronches, le corps la considère comme un élément agresseur. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Comme tout élément n'appartenant pas au soi, cet élément va être capté par les macrophages. Les macrophages donc vont prendre cette fumée qui contient plusieurs substances toxiques, mais au fait, il ne va rien y comprendre parce que contrairement à l'asthme où il y avait une reconnaissance antigénique et une réponse spécifique, ici, on ne sait pas trop ce qui se passe, mais on sait que c'est une agression. Du coup, dans ce genre de réaction, on va appeler les lymphocytes T comme cellules de l'immunité spécifique, mais ça va être les lymphocytes TCD8 et qu'on appelle les lymphocytes cytotoxiques. Donc, non seulement ils vont essayer logiquement de dégrader ce que contient cette fumée, chose qui va être très difficile, mais en plus, ils vont dégrader ce qu'il y a autour. Donc, ils sont vraiment tellement agressifs qu'ils vont finir par attaquer les cellules bronchiques elles-mêmes.
Pire encore, les lymphocytes T dans la BPCO vont appeler en renfort les neutrophiles, contrairement à l'asthme, où ils appellent une cellule plutôt gentille, qui est l'éosinophile. Ici, le neutrophile est également une cellule agressive qui favorise plusieurs réactions cytotoxiques, entre autres un stress oxydatif. Le stress oxydatif, donc la production de radicaux libres oxygénés, est provoqué aussi directement par la fumée. Donc, on a la formation de ces radicaux libres qui vont provoquer plusieurs réactions. Alors, premièrement, qu'est-ce qui se passe? Premièrement, on a l'accumulation, plusieurs lymphocytes, des PNN, la production de plusieurs radicaux libres, l'avènement de plusieurs médiateurs. Et on a donc une sécrétion importante qui va dépasser la paroi bronchique et remplir la lumière bronchique. Alors, contrairement à l'asthme, où la toux est sèche, ou même quand il y a des sécrétions, elles sont minimes, elles sont collantes, elles sont vraiment là juste pour gêner, et voilà. Mais dans la BPCO, c'est une fabrication tellement importante qu'on aura beaucoup, beaucoup de sécrétions endobronchique et c'est ce qui va donner dans un premier temps la bronchite chronique simple. Donc au fait, chez un sujet fumeur, dès qu'il commence à dire oui, j'ai un peu de glaire, oui, je crache le matin, mais c'est normal. C'est pas du tout normal, d'accord? Et on a déjà des sécrétions anormales par leur quantité. Au fait, ce qu'il faut savoir qu'à cette étape où on n'a que la bronchite chronique, c'est encore, voilà, c'est encore bénin et ça peut encore être réversible. Par contre, lorsqu'on a trop de cellules comme ça agressives, lorsqu'il y a ce stress oxydatif important, ça va dépasser la simple sécrétion et on aura une agression de notre épithélium. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Premièrement, on aura un déséquilibre d'une balance protéase-antiprotéase. Donc, normalement, on a autant de protéases que d'antiprotéases pour créer un équilibre. Encore une fois, l'organisme est un état d'équilibre permanent. Une fois que l'équilibre est rompu, c'est là où on a les maladies. Donc, on a moins d'antiprotéases et en tout cas, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de protéases qui sont sécrétées. Et parmi ces protéases, il y en a plusieurs, mais on a l'élastase. C'est une enzyme qui va donc détruire l'élastique, le tissu élastique. Et comme n'importe quel élastique, qu'est-ce qui va se passer? Vous savez, l'élastique, comme vous le connaissez, il s'étend et il revient à sa forme initiale. C'est ce qu'on appelle l'élastance. Élasticité, c'est qui se tire. L'élastance, c'est qui revient. Eh bien, on aura un tissu qui va peut-être s'étirer, mais qui aura du mal à revenir à son état initial. C'est pour ça qu'on aura donc une distension, d'accord, par la confluence de plusieurs alvéoles et bronchioles qui vont perdre leur tissu élastique de soutien. Alors, qu'est-ce qui va se passer à un moment? C'est qu'on aura donc une bronche remplie par plein de cellules agressives et qui veulent y rester. Rappelez-vous, c'est non réversible ce qui va se passer maintenant. En plus, cette bronche épaissie, cette fois-ci très rigide, va donc diminuer la lumière bronchique. On comprend déjà qu'il y a cette obstruction et on comprend qu'elle n'est pas réversible. Mais en plus, c'est une inflammation qui va aller en profondeur, qui va aller vers le lobule pulmonaire et puis surtout, surtout dans l'alvéole. Alors, ce qui se passe au niveau alvéolaire, c'est qu'on aura donc une destruction du tissu élastique. Donc, vous comprenez bien que l'alvéole va confluer avec les alvéoles avoisinantes et ça peut aboutir à des bulles assez géantes. Donc, ça va distendre. Très bien. Mais en plus, cette alvéole, quand elle va se distendre, elle va aussi tirer avec elle ses capillaires. Donc, les capillaires n'ont pas cette force d'élasticité aussi importante que la partie respiratoire. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on aura? Une destruction vasculaire. Et voilà des espaces importants d'échanges gazeux qui vont être gâchés par cette inflammation, aussi bien sur le versant respiratoire que sur le versant vasculaire. Donc, finalement, imaginez avec moi ce patient-là. Essayons de comprendre. Premièrement, la bronche, elle est devenue rigide et elle s'est fermée du coup. Donc, on a une bronchoconstriction non réversible. Très bien, donc on aura de l'air qui rentre difficilement. Et rappelez-vous, c'est surtout à l'expiration que ça va sortir encore difficilement. Et comme on a dit dans l'asthme, on aura donc une rétention d'un supplément d'air qui aurait dû sortir, mais comme la bronche, déjà à la base, elle est réduite, et en plus, elle aura tendance à se fermer à l'expiration, eh bien, on aura un résidu d'air qui va rester. Ce résidu va donner la distension.
Mais il y a déjà des alvéoles distendues car détruites. OK? Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que déjà l'air peine à arriver. En plus, il ne trouve pas de zone d'échange. Mais en plus, les muscles travaillent contre une pression. Parce que ces alvéoles qui ont pris beaucoup d'espace, eh bien, ils bloquent un petit peu le poumon. Ils lui enlèvent de l'espace pour respirer correctement. Donc, le travail énergétique fourni va être énorme, très important. Ce qui va donc aboutir, premièrement, consommation énergétique importante, mais deuxièmement, un hypercatabolisme musculaire. Donc, ce qui se passe, c'est ça. C'est que premièrement, il y a un problème d'écoulement d'air. Deuxièmement, plein d'alvéoles distendus, donc qui bloquent le poumon, qui ne laissent pas beaucoup d'espace pour se remplir. Et au moment de se vider, il n'arrive pas à se vider. Et les muscles dans tout ça, ben, ils subissent une pression importante, essentiellement le diaphragme. Et d'emblée, je vous dis que c'est une maladie systémique parce qu'il y a tellement de cellules inflammatoires qu'elles ne s'arrêtent pas à la paroi à la lumière bronchique. Elles vont passer aussi dans la circulation. Et quand elles passent dans la circulation, eh bien, sachez qu'on retrouve cette inflammation partout, dans le cœur, dans le pancréas, dans l'os, dans les muscles. Et d'ailleurs, un BPCO maigre est un BPCO de mauvais pronostic à haut risque de mortalité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a eu tellement de réactions inflammatoires, tellement de pression sur les muscles, que finalement, par l'inflammation et par la charge de travail, ils se sont atrophiés et amincis. Alors, comme ce que vous le voyez maigre, comme ce que vous voyez le tour de bras ou le tour de cuisse diminuer, sachez que même l'épaisseur des muscles, y compris le diaphragme, a diminué, alors que normalement, il doit fournir un effort supplémentaire. Et comme j'ai dit tout à l'heure, ça ne s'arrête pas là. Cœur et poumon, c'est toujours très intriqué. Du coup, cette inflammation, comme j'ai expliqué tout à l'heure, passe dans le versant vasculaire. Alors, quand on arrive au niveau des capillaires, le capillaire est aussi très petit. Et l'inflammation va également épaissir sa paroi, réduire sa lumière. Donc, on aura également un écoulement du sang contre une résistance importante. L'élévation des résistances va donner une élévation des pressions. Ces pressions-là, si on suit les capillaires, vont arriver au niveau des sous-segmentaires, des segmentaires, des artères lobaires, de l'artère principale droite et gauche, et puis du tronc de l'artère pulmonaire, laquelle artère pulmonaire va se jeter au niveau du cœur droit. Très bien. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que le ventricule droit, qui avait l'habitude de recevoir du sang avec une pression qu'il connaît, sur laquelle il est bien réglé, commence à recevoir une pression un peu élevée. Et normalement, quand on a le retour veineux via les veines caves au niveau de l'oreillette droite, on a donc le passage vers le ventricule droit, et puis le ventricule droit va normalement envoyer le sang pour s'oxygéner au niveau du réseau pulmonaire. Alors, ce qui se passe, c'est que l'élévation de la pression, eh bien, fait qu'à un moment, le VD commence à lutter, à lutter, à lutter. Et comme tout muscle, qu'est-ce qui va lui arriver? Il va s'épaissir. Bien. Mais à un moment, comme tout muscle, qu'est-ce qui va lui arriver? Il va se fatiguer. Du coup, il va se relâcher, il va se dilater. Et c'est comme ça qu'on aura une dilatation des cavités droites. OK? Qu'est-ce qui va se passer quand le cœur droit se fatigue et qu'il n'arrive plus à pomper correctement? On aura un reflux de la pression en amont. Et ça va aller où cette pression? Ça va retentir sur le cœur lui-même. Donc, déjà, on a expliqué ce qui se passe dans le VD va se passer dans l'OD, mais plus ce VD qui s'est un petit peu étalé va ouvrir la valve tricuspide. Voilà comment on aura de l'insuffisance tricuspidienne. Ensuite, on aura un retentissement contre le retour veineux. Donc, on aura des signes en rapport avec la pression qui va être transmise à la veine cave supérieure, les bourdonnements, les céphalées, tout ça, mais aussi la turgescence des veines jugulaires traduit tout ce qu'on est en train de dire. Et puis, plus en bas, vers la veine cave inférieure, c'est comme ça que dans l'insuffisance cardiaque droite, vous avez ce foie hypertrophié, à bord mousse, car engorgé par le sang qui n'arrive pas à faire le retour. Et puis, à des états plus avancés, des œdèmes des membres inférieurs, voire un état, voilà, là, c'est un état d'anasarque. Ça, c'est pour le côté droit. Maintenant, ce cœur droit-là qui va se dilater et il est hypertrophié, prend de la place, il faut savoir que normalement, il occupe un tiers de la masse cardiaque contre 2 tiers pour le cœur gauche. Or, ce cœur droit maintenant prend de l'espace.
Premièrement, on aura ce qu'on appelle, juste pour comprendre après ce qu'on voit chez le patient et dans les examens, on aura ce qu'on appelle le septum paradoxal. Parce que normalement, une fois que le sang est oxygéné dans la circulation pulmonaire, hop, via les veines pulmonaires, on arrive dans l'OG, la mitrale, le VG, l'aorte, et hop, vers toutes les cellules, du bon oxygène pour refaire encore le tour dans l'autre sens. Maintenant, le cœur gauche, quand il veut pomper, eh ben, il lutte contre un VD qui veut prendre plus de place. C'est comme ça que vous aurez le signe du septum paradoxal. Au lieu qu'il soit poussé, il va venir vers le cœur gauche. Deuxièmement, si la distension elle est importante, et c'est ce qui va arriver lors de l'exacerbation, parce que tout ce que je viens de dire là va être acutisé lors de l'exacerbation, eh bien, ce cœur gauche-là, quand il va vouloir pomper malheureusement, il va être comprimé par le droit et du coup, on aura un bas débit, un état de choc et les complications que vous connaissez, dont le décès. Donc, vous voyez un petit peu, la BPCO aujourd'hui, c'est une autre histoire. C'est une maladie grave et potentiellement mortelle. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, il faut aussi chercher les dégâts ailleurs et faire le bilan des autres organes atteints par cette inflammation excessive, parce qu'il faut aussi traiter les comorbidités pour pouvoir améliorer le pronostic de la BPCO. Alors maintenant, comme je vous ai dit tout à l'heure, si vous cherchez autour de vous, il y a beaucoup de BPCO. Quand il y a le tabac, c'est vrai qu'on est plus à l'aise, mais sachez qu'il y a des BPCO non tabagiques. Alors, les principaux signes, ça commence par une toux et une expectoration qu'on va banaliser. La plupart des fumeurs disent, ouais, je crache un petit peu le matin, c'est normal. Voilà. Après, on peut encore retrouver un état de normalité. Mais, quand l'inflammation agresse les cellules, qu'on a destruction, et que l'emphysème et l'atteinte respiratoire et la fatigue, vasculaire et la fatigue des muscles et tout, et là, elle va se traduire par un signe qui va encore être banalisé par le patient, qui est la dyspnée. Or, un sujet qui fume et qui devient dyspnéique, d'accord, même sa dyspnée minime, c'est déjà un tournant. Et le problème, c'est que en général, les patients s'y habituent, tolèrent, disent ouais, je suis un petit peu essoufflé, je ne fais plus ci, je ne fais plus ça. Voilà le déconditionnement à l'effort. Et la dyspnée évolue jusqu'à ce qu'elle ramène le patient consulté parce qu'il n'arrive plus à faire des choses très simples. Donc, un fumeur qui crache, pour le patient, c'est banal. Pour nous médecins, c'est la bronchite chronique simple. Et encore, on peut sauver ce patient. Mais ce même patient, s'il est gêné, même si la gêne est minime, on comprend ce qui se passe maintenant. Obstruction, destruction par l'emphysème, un problème vasculaire, un problème musculaire, des muscles respiratoires. Donc, on voit un petit peu les dégâts et on voit le risque de mortalité. Donc, logiquement, ces patients-là, il faut penser à la BPCO. On a de l'obstruction. Alors, cette dyspnée, regardez, le stade 0 et 1. On peut dire que c'est un petit peu normal chez des sujets qui sont pas, voilà, qui sont sédentaires. Bon, la dyspnée stade 0, c'est qu'il n'y a pas de dyspnée, tant mieux. Le stade 1, il est très fréquent. C'est qu'on a une dyspnée aux efforts importants. Cependant, on arrive quand même à monter 2 étages. Alors, sachez pour les gens qui sont très, très, très sédentaires, si vous n'arrivez pas à monter 2 étages, et ma foi, c'est très fréquent quand on y pense, comme on a une vie, voilà, on ne bouge pas beaucoup, bureau, voiture, etc. Des fois, on est un petit peu alarmé. Donc, sachez qu'il faut reprendre une activité physique parce que renforcer vos muscles des jambes envoie déjà un bon signe pour le cerveau. Les affaiblir leur envoie un mauvais signal comme quoi on ne peut pas marcher et du coup, le cœur et les poumons vont aussi réduire leur niveau de fonctionnement. C'est comme ça qu'on a le déconditionnement à l'effort. Alors, toujours est-il, moi, ça va m'inquiéter un peu plus lorsqu'on va aller au stade 2. Ça veut dire qu'on est dyspnéique à un étage. Ça veut dire qu'on est dyspnéique à une marche un peu rapide. Ou alors, là où il faut tester les patients. Parce que regardez un petit peu quand vous faites l'interrogatoire. Beaucoup de patients, qui soient cardiaques ou respiratoires, disent que j'arrive à marcher pendant des heures. Vous évaluez la vraie dyspnée quand il marche dans une pente, les escaliers aussi. C'est là où vous allez voir la tolérance à l'effort. Donc, s'il marche 2 heures sur des terrains où il y a plein de pentes, il n'y a pas de problème, c'est super même. C'est-à-dire qu'il avait déjà une bonne condition physique. Mais souvent, ce n'est pas le cas. Ensuite, on a le stade 3. On est dyspnéique à la marche normale, sur un terrain plat. Le stade 4, à la marche lente. Le stade 5, au moindre effort, ça veut dire s'habiller, ça veut dire des fois manger, parler, se coiffer. Donc,
vous voyez déjà qu'on est au stade de ce qu'on appelle le handicap respiratoire. Donc, en fait, on devient handicapé et des fois même dépendant des autres. Alors, au-delà de la dyspnée, parce qu'il y a certains patients qui n'accordent pas beaucoup d'attention à la dyspnée quand elle est minime, donc il y a les autres signes, d'où un score composite qu'on appelle le COPD Assessment Test, le CAT, alors où le patient va répondre de 0 à 5 sur certaines questions très simples qu'il va comprendre facilement. Je ne tousse jamais, je tousse tout le temps, donc il va mettre 0, 1, 2, 3, 4, 5. Je n'ai pas de glaire, j'en ai tout le temps, je suis encombré. Je n'ai pas d'oppression thoracique. J'arrive à monter les marches, je ne suis pas essoufflée ou très essoufflée. Je suis limitée dans les activités à domicile. Je suis inquiet quand je sors de la maison de risque d'avoir des problèmes respiratoires. Je dors bien, donc le sommeil. Et enfin, j'ai beaucoup d'énergie ou très peu d'énergie, parce que vous avez compris que le poumon va prendre beaucoup d'énergie, donc va prendre la part des muscles et des autres organes. Donc, le patient va commencer à noter. Et s'il dépasse 10, c'est un patient très symptomatique et c'est un patient à risque. Alors maintenant, quand on est face à une dyspnée, il nous faut une imagerie. Et l'imagerie qu'on va faire de base sera une radiographie thoracique. Mais la radio thoracique, qu'est-ce qu'elle va montrer? Une distension. Mais contrairement à l'asthme, où c'était quand même clean, ici, on a un petit peu, voilà, on ne sait pas ce qui se passe parce qu'il y a encore des petites travées vasculaires, d'autres pas. Ça crée cet aspect un peu bigarré et on voit mieux au scanner ce qui se passe. Donc, vous voyez, hein, je vais essayer de mettre le pointeur. Voilà. Alors, vous voyez ici la destruction, mais elle est importante. Vous voyez tout ça? C'est une destruction bronchiolaire et alvéolaire. Donc, on a perdu des vaisseaux, on a perdu des espaces d'échange. Regardez, ici, ici. Ça, c'est de l'emphysème centrolobulaire. Ça, c'est de véritables bulles d'emphysème. D'accord? Donc, comme vous voyez, c'est quand même une destruction assez importante. Et dans des formes, je dirais, historiques, mais malheureusement, on continue à les voir, c'est en général des gros fumeurs, en général très maigres. Regardez à quoi se limitent leurs poumons. Voilà, ils gardent des petites plages de parenchyme. Donc, ce sont en général des patients qui ont très souvent de l'oxygène à domicile, voire de la VNI à domicile, et qui nécessitent une prise en charge assez complexe, avec un programme de réhabilitation assez complet, hein, qui prend plein de choses comme le rétablissement de l'état nutritif. Alors, je vous pose une question. Que risque le patient? Ce patient-là, qu'est-ce qu'il risque? Oui, alors oui. Tout à fait, un pneumothorax, tout à fait. Et là, vous imaginez ce qu'on a dit tout à l'heure, le pneumothorax sur un poumon pathologique, c'est ça? Et là, ça peut l'emporter, vraiment. Et puis, c'est des patients à drainer. Et des fois, on ne sait pas où est le pneumothorax et où est la bulle d'emphysème. Ma foi, avec ces petites travées comme ça, on ne sait pas si c'est une bride ou une limite. Donc, il faut vraiment faire des reconstructions, revenir sur la clinique pour pouvoir prendre une décision très rapidement parce qu'effectivement, il faut les drainer puisque le poumon est pathologique. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, face à une clinique parlante, donc tabagisme, bronchite chronique banalisée, une dyspnée ignorée par le patient, déjà devant ces signes-là, il faut faire l'exploration. Au minimum une spirométrie. Très bien. Idéalement, c'est une plétismographie avec une DLCO. D'accord? La plétismo pour voir aussi l'impact de la distension, la DLCO pour voir l'atteinte vasculaire. D'accord? Mais on recommande en général des examens qui sont accessibles et présents un peu partout dans le monde pour quand même porter le diagnostic à minimum. Donc, ce qu'il faut faire normalement, c'est une spirométrie pour voir l'obstruction et dire qu'elle n'est pas réversible. La radio, quand on l'a fait, ce n'est pas pour le diagnostic positif de la BPCO, c'est pour faire le diagnostic différentiel et puis pour faire un bilan lésionnel et voir un petit peu l'étendue et puis la catastrophe qu'a fait cette BPCO. Mais pour confirmer, c'est la clinique et l'exploration. Alors, l'exploration, on va aller directement chercher sur les différents paramètres le rapport VMS sur capacité vitale. Quand il est inférieur à 70%, ça veut dire qu'il y a un trouble ventilatoire obstructif. Dans la BPCO, ce qui m'intéresse, c'est de voir la réversibilité. Qu'est-ce que je vais avoir? Je vais oublier ce rapport-là et je vais chercher dans les paramètres le VEMS. OK? Et je regarde. Supposons par exemple qu'il est allé à 50%, parce que souvent c'est très bas, à 50%. Je garde cette valeur en tête et je regarde. Vous avez des colonnes qui se suivent où on a
post-bêta 2. C'est-à-dire qu'on a fait le test au bronchodilatateur, à savoir en général c'est le salbutamol, mais on peut utiliser d'autres. Et je recalcule ce VMS. Je trouve par exemple 55. Il a gagné 5%. C'est pas bon. Je regarde la valeur absolue. Par exemple, il a 1,2 litre. Je regarde après bronchodilatation, il passe à 1,3 litre. Il a gagné 100 ml. Eh bien, ce n'est pas réversible et c'est compatible avec la clinique que je viens de décrire. Donc, je vais confirmer le diagnostic de BPCO. Alors maintenant, le gain, il peut aller jusqu'à 12%, 200 ml, mais s'il dépasse ces valeurs, c'est que c'est réversible. Donc, ça doit remettre en question le diagnostic de BPCO. Alors ensuite, le diagnostic est porté, c'est bien une BPCO, mais un patient qui a un VMS à 80% n'est pas le patient qui a un VMS à 10-12%. Vous avez des chiffres, sincèrement, qui nous font peur. Alors, quand le VMS, ce qu'on appelle le FEV en anglais, donc il dépasse 80%, on va dire que l'obstruction, elle est légère, et tant mieux. Quand c'est entre 50 et 80, elle est pour arrondir, on va dire que l'obstruction, elle est modérée. De 30 à 50, elle est sévère, et les patients qui inquiètent le plus sont les patients qui ne gardent que, on va dire le tiers, non, que moins de 30%, même pas. Ces patients-là sont dits très, très, très sévères quant à l'obstruction. Donc, il faut vraiment les traiter correctement. Comment on va les traiter? Pour la maladie elle-même d'abord, une fois qu'on a porté le diagnostic, on va donner des bronchodilatateurs. Alors ici, la corticothérapie, vous allez voir, elle n'a pas vraiment de place. En tout cas, en première intention. On catégorise les BPC en 3 groupes. Le groupe A, c'est des patients très peu symptomatiques, peu exacerbateurs. Eh bien, on va donner un bronchodilatateur et on va préférer les anticholinergiques qui agissent mieux sur les récepteurs musculaires. Quand le patient, il n'est pas exacerbateur, mais très, très symptomatique. Rappelez-vous des scores de la classification de la dyspnée et du score CAT, supérieur à 10. Donc, quand il est très, très symptomatique, on va donner 2 bronchodilatateurs, un bêta-2 mimétique et un anticholinergique. Enfin, quand le patient, il est asymptomatique et exacerbateur, on appelle ça le groupe E, ce sont les exacerbateurs tout simplement, on mettra également 2 bronchodilatateurs. Et si les patients font beaucoup d'exacerbations et qu'on pense qu'ils ont un petit terrain d'atopie, ou alors sur la NFS, on trouve des éosinophiles qui dépassent 300, ce sont ces patients-là qui vont avoir recours à la trithérapie en ajoutant en plus un corticoïde inhalé. Donc, vous voyez que finalement, l'association bêta-2 corticoïde, comme on la voit dans l'asthme, elle n'a pas de place en première intention dans la BPCO. La corticothérapie inhalée est réservée pour un certain nombre de patients en deuxième intention et il faut aussi privilégier la trithérapie qu'on a actuellement au Maroc depuis quelques temps. Voilà, pour que le patient n'abandonne pas un traitement en faveur de l'autre, il faut vraiment qu'il prenne les corticoïdes avec les bronchodilatateurs. Le mieux à faire pour tout sujet BPCO, ce ne sont pas les médicaments, parce qu'il y a beaucoup de BPCO, même en apprenant leur maladie, et voilà, comme toutes les autres maladies liées au tabac, qui continuent de fumer. C'est de mettre en œuvre un processus de sevrage tabagique adapté au patient. C'est ce qui va préserver ce qui lui reste comme fonction respiratoire et l'optimiser un petit peu. Maintenant, ça, c'est la BPCO à l'état stable. Le problème, c'est qu'encore une fois, les patients vont attendre les poussées. Comme dans toute maladie chronique, la BPCO va évoluer par exacerbation. Et c'est ça le mot de découverte. C'est là où on découvre que c'est une BPCO et que ultérieurement on fera l'exploration et qu'on trouvera l'obstruction. C'est jamais à l'état de base. Très rarement, oui, ça arrive, mais très rarement. Alors, c'est quoi l'exacerbation? C'est un événement aigu caractérisé par l'aggravation des symptômes, mais ça dépasse les variations habituelles que connaît bien ce patient-là, hein, qui a tendance à avoir des crachats, de la gêne, et ça le pousse à demander plus de médicaments. Donc, quand ça demande une modification de la prise en charge médicamenteuse, c'est une exacerbation. Maintenant, quelqu'un qui fait plus de 2 exacerbations dans l'année précédente est un patient à risque de mortalité, et vous avez vu que même dans la classification, ça va changer. Enfin, quand l'exacerbation menace le pronostic vital, il faut la comptabiliser comme épisode de décompensation. Et qui dit décompensation, ça veut dire que le niveau d'inflammation avec tous les dégâts qui s'en suivent ont été plus importants.
Alors, exacerbation ou décompensation, comment savoir s'il y a menace du pronostic vital? D'abord, le terrain. Un BPCO de plus de 70 ans est plus à risque. La présence de comorbidité. Souvent, il y a des problèmes cardiaques associés. La présence de signes généraux. Un patient qui est altéré, qui maigrit. Un patient qui fait de la fièvre. Pourquoi? Parce qu'on va se dire que l'exacerbation, elle est infectieuse. Oui, c'est très fréquemment le cas, mais que ça pourrait être une pneumonie. Et là, c'est grave. Alors, et puis après, je vais me rabattre, comme pour toute maladie qui touche un organe vital, sur les trois axes principaux, le respiratoire, l'hémodynamique et le neurologique. Et puis, je vais prendre en charge mon patient. Alors, qu'est-ce qui va m'inquiéter? Donc, la dyspnée va être plus importante pour le côté respiratoire, voire une dyspnée de repos. La toux, elle devient inefficace. Ça veut dire que ses muscles se sont vraiment fatigués. Ensuite, il commence à hyperventiler parce qu'il a une demande et puis voilà, le débit habituel, la fréquence habituelle n'est pas suffisante. Donc, il augmente sa fréquence respiratoire. Au-delà de 25, ça devrait m'inquiéter. La présence de signes de lutte respiratoire, participation des muscles accessoires, une cyanose, hypoxémie, une respiration paradoxale. Donc déjà, on fait participer les muscles abdominaux, puis on a une réaction qui ne va pas dans le même sens. Un DEP bas, une désaturation moins de 90%. Le côté hémodynamique, s'il y a hyperventilation, forcément, le cœur va battre plus vite pour suivre la fréquence respiratoire. Donc, une fréquence cardiaque supérieure à 100 chez la femme et à 110 chez l'homme. Une hypotension, donc l'état de choc. Et rappelez-vous qu'il y a beaucoup de causes pour faire l'état de choc. Rappelez-vous du cœur gauche qui est complètement comprimé. Donc, il peut faire un état de choc et passer. Les marbrures, les œdèmes des membres inférieurs. Donc, les œdèmes, maintenant, vous comprenez pourquoi. Ce cœur droit qui, voilà, qui ne fait plus correctement, ni le retour veineux, ni le reste. Donc, mais le retour veineux fait qu'on peut avoir l'hépatomégalie, les œdèmes des membres inférieurs. Ensuite, sur le plan neurologique, ben, le cerveau va souffrir du manque d'oxygène. Donc, une irritabilité, une agitation, une confusion, l'obnubulation, voire un état de coma. Donc, au fait, il faut calculer le score de Glasgow, voir un petit peu, est-ce qu'il y a même des convulsions? Et voilà, donc il faut voir s'il y a vraiment des séquelles, des réactions et des séquelles neurologiques. Donc, cœur, poumon, cœur et cerveau. Alors, ce patient-là, il faut bien sûr faire un examen systématique. Il va sibiler des deux côtés, bien sûr. Et ils ont la caractéristique de respirer à lèvres pincées. Amusez-vous à regarder les BPCO, hein. Contrairement aux asthmatiques, ils tirent comme ça. C'est comme s'ils respiraient dans une paille. On dit, si vous voulez savoir ce que ressent un BPCO, prenez une paille et respirez avec la paille pendant quelques temps. Vous allez voir que c'est un énorme travail. Vous allez voir les muscles se contracter. Donc, c'est-à-dire qu'on va utiliser les muscles accessoires. Et voilà, donc c'est vraiment une respiration très, très laborieuse. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils prolongent l'expiration, parce que c'est là où le corps comprend qu'il y a un résidu d'air qui aurait dû être extériorisé. Donc, il essaie de prolonger l'expiration. Et puis, ils ont une posture très caractéristique. Si vous les voyez en consulte, s'ils sont encore assis, ils vont s'asseoir, ils vont mettre leurs deux mains sur des bords de la chaise, si ça existe, ou sur le bureau. Ils vont se pencher vers l'avant. C'est une position qui permet de dégager un petit peu les bases, parce que les bases, elles descendent un peu vers l'arrière, et de permettre une meilleure cinétique diaphragmatique. Et enfin, qui dit hypoxémie dit remodelage des extrémités avec un hippocratisme digital. Alors, chez les hommes, on va voir deux signes importants qui témoignent de la pression négative. La pression négative, c'est ce qu'on a dit par exemple dans la plèvre hier, le sous-vide. C'est comme le ballon, vous savez, encore une fois, pour rester sur les ballons, c'est comme le ballon quand il se vide et il s'accole. C'est ce qui se passe quand on a une pression négative. Donc, comme il y a de cette obstruction, on a un gradient avec la pression atmosphérique qui est importante, d'où la notion de pression négative. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit déjà chez le sujet maigre, entre les côtes, là où il y a les parties molles, que ça se déprime à l'intérieur. C'est comme si c'est aspiré à l'intérieur. Et chez les hommes, on va voir le signe de Campbell. Le signe de Campbell, c'est qu'on voit le cartilage thyroïde mieux chez les hommes. Quand ils inspirent, ils plongent vers le bas, vers le thorax. Et puis, on a aussi la dépression thoracique sous-sternale, à l'impression qu'on appelle le signe de Hoover. Donc, vous comprenez un petit peu la gravité de la situation. Et donc, face à ce patient, on se dit, voilà, il est tabagique, bronchitique chronique, dyspnéique, je pense à la BPC ou je pense à l'exacerbation, et j'ai des signes de gravité en face de moi. Je vais me poser quelques questions.
quelle est la conduite initiale que je dois faire sur le champ, ou traiter le patient. J'ai un problème de place, je ne sais pas si je garde aux urgences, je dois appeler la pneumo ou la réa, je ne sais pas. Donc, le lieu de traitement, je dois quand même trouver une cause parce que je veux que ça se résolve rapidement, je ne veux pas que ça récidive. Est-ce que je dois demander un bilan ou l'envoyer avec un traitement? Et puis, en pratique, comment organiser tout le traitement sur le champ et pour la suite. Donc, quelle est la conduite thérapeutique initiale devant toute urgence? Il faut voir les fonctions vitales, il faut monitorer le patient et puis il faut faire une mise en condition. Et comme le patient il est dyspnéique, il est même en détresse, c'est la position demi-assise. Il faut bien sûr une voie veineuse et une voie respiratoire, il faut de l'oxygène. Très bien. Maintenant, attention aux troubles de conscience, c'est que vraiment il y a une souffrance du parenchyme cérébral, la présence de sueur, la cyanose, donc hypercapnie, hypoxie, la température, donc ça peut être une infection, et puis la surveillance gazométrique. Alors, si dans l'asthme, je n'ai pas beaucoup insisté, dans la BPCO, je vais vraiment insister. Il faut s'arranger pour avoir une gazo. Une gazo de départ et une gazo de contrôle si le patient ne s'améliore pas, notamment après 1 heure. D'accord? Alors, où prendre en charge le patient? Premièrement, risque faible d'exacerbation. C'est-à-dire qu'à la base, la BPCO n'est pas grave. Pardon. On n'a pas de signe de gravité immédiate. Bon, il est un peu gêné, mais il n'y avait pas les signes de gravité importants. Il n'y a pas de dégradation par rapport à l'état de base. C'est-à-dire qu'il n'est pas venu avec un état, vous le voyez s'aggraver au fur et à mesure qu'il est en salle d'attente. S'il fait de l'infection, c'est une bronchite, d'accord, pas une pneumonie. Et enfin, il n'a jamais rapporté d'exacerbation sévère. Ce patient-là, je peux le garder sous surveillance et prévoir un traitement en ambulatoire, mais dire au patient que si ça ne s'améliore pas, qu'il doit revenir, bien entendu, et surtout, il doit aller consulter rapidement chez le pneumologue pour adapter son traitement. Maintenant, je me dis que non, ici, maintenant, le risque, il est important. Pourquoi? Parce qu'à la base, je sais qu'il est porteur d'une BPCO sévère. Ou alors, rappelez-vous, le sujet de plus de 70 ans. Après, l'âge en chiffres, il est relatif. L'âge en lui-même, l'âge physiologique que fait le patient. Est-ce qu'il y a des comorbidités? Est-ce qu'il vit en institution où il y a des problèmes? Par exemple, il vit tout seul. Ça veut dire qu'il ne saura pas gérer ce que je vais lui donner en ambulatoire. Donc, même si c'est léger, je le garde quand même. Un patient dénutri. Dénutrition, mortalité. Un patient qui rapporte des exacerbations sévères, prise en charge hospitalière dans les antécédents. Ou alors, même s'il n'a pas été hospitalisé, mais il a fait quand même plus de 2 exacerbations dans l'année précédente et qui ont nécessité éventuellement une corticothérapie. Là, vous vous dites, attention, il peut me faire des exacerbations sévères, voire des décompensations. Très bien. Il fait de l'infection. Or, c'est une pneumonie cette fois. Ou alors, il a déjà fait des infections à des germes résistants. Et puis, une dégradation importante de la fonction respiratoire. Et souvent, c'est des patients qui ont déjà pris des traitements et qui ne se sont pas améliorés. Donc, le patient sera hospitalisé parce qu'il y a un risque important d'exacerbation grave, même si elle n'est pas vraiment grave dans l'immédiat. Mais ces éléments-là me disent qu'il va s'aggraver dans la suite. Je préfère le garder sous surveillance. Alors, après, il reste, est-ce que je prends en service froid ou en service de réanimation? Sachez que s'il y a ces signes-là, il vaut mieux les prendre en soins intensifs et puis s'il faut l'intuber carrément en réanimation. Alors, nous, comme on n'a pas des services de soins intensifs, souvent les patients partent en réa. Alors, quand on a des signes cliniques respiratoires de gravité, la cyanose, le tirage, etc., avec une gazométrie qui montre une acidose et une hypercapnie, là, c'est des patients qui vont poser problème. Ensuite, quand on a une menace, donc des signes vitaux autres que respiratoires, ou alors que le patient commence à dégrader son état respiratoire et qu'il nous fait des pauses. S'il fait la CR, ça c'est une évidence. S'il fait ou prépare un état de choc, si on voit qu'il y a des troubles de rythme ou de conduction, c'est dû à l'hypoxie, une défaillance viscérale ailleurs et des signes neurologiques, eh bien ces patients-là, ils doivent aller en soins intensifs. Alors, si un patient n'a pas répondu à la ventilation non invasive, là, il va aller directement en réanimation parce qu'on prévoit déjà de l'intuber. Donc, on va prendre le patient en charge, mais il faut aussi se dire qu'est-ce qui a donné l'exacerbation parce que je veux traiter la cause. L'origine est souvent infectieuse, d'accord? Et on a vu, par exemple, durant l'hiver, les patients ont souffert, durant Covid, ils ont souffert. Donc, l'infection qui peut être virale, souvent avec une surinfection bactérienne,
parfois mycosiques, sauf que les mycoses, on n'arrive pas à les confirmer, c'est ça le problème, donc ça nous passe un peu sous le nez, mais ça existe. Et donc, il faut surtout, surtout faire la part des choses, puisque le tableau clinique parfois est le même, il va tousser, il va avoir de la fièvre, etc. Mais, s'il a un point de côté, il faut l'examiner. S'il a une matité, un syndrome de condensation en foyer, il faut faire la radio. Radio normale, on reste dans la bronchite. Radio avec une opacité, c'est une pneumonie. Et la pneumonie, mortalité élevée. Donc, je ne le lâche pas, même s'il n'a pas des signes de gravité. Maintenant, il ne faut pas rester qu'avec l'infection parce qu'on a des BPCO qui s'aggravent et des fois, il y a des mauvais réflexes. Hospitaliser le patient, mettre l'antibiothérapie et voilà, et attendre qu'il s'améliore. Or, il ne s'améliore pas. Et donc, l'origine non infectieuse, elle est même parfois associée à l'origine infectieuse. Donc, on peut avoir un pneumothorax. Vous comprenez quand vous avez vu le scanner de tout à l'heure. L'embolie pulmonaire, parce que c'est un terrain emboligène avec toute l'inflammation qu'il y a. Un problème cardiaque, parce qu'il fume, il a le droit d'avoir un cœur fragile, à problème. Il fait carrément un SDRA, ce qu'on voyait dans Covid, faire un cancer bronchique. Donc, ça peut être des causes non infectieuses et qui peuvent parfois être associées. Alors, juste une idée pour les germes, pour comprendre un peu les antibiotiques que vous allez donner. Ça dépend de la sévérité et de l'ancienneté. Et ça commence en général par 3 germes qu'il faut absolument viser par l'antibiothérapie. Regardez les premiers, c'est l'hémophilus, BGN, c'est Moraxella catarrhalis, BGN, et le pneumocoque. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la petite boîte avec les 3 comprimés ne couvre pas ces germes-là. Ce n'est pas le bon antibiotique, par exemple. Je peux l'associer pour élargir ou pour alterner quand ça ne marche pas, parce que je pense qu'il y a des germes intracellulaires, mais il me faut une molécule qui vise une molécule antipneumococcique. Ensuite, plus c'est ancien, plus c'est sévère, staph, entérobactéries, les BGN, les costauds, quoi, le pseudomonas, etc. Et puis les aspergillus. Donc, c'est là où on aura une colonisation des bronches par les mycoses. Et puis, bien sûr, je peux avoir les virus, le chlamydier, donc les intracellulaires. Je peux avoir d'autres choses. Mais, je dois viser, l'encadrer avec les 3 bactéries. Donc, quand est-ce que je vais donner l'antibiotique concrètement? Quand il y a aggravation de la dyspnée avec des expectorations qui sont devenues importantes et purulentes, c'est une évidence. Et systématiquement, si je ventile le patient, parce que je n'ai pas le droit de réfléchir, je n'ai pas le droit encore de dire est-ce que c'est ou pas une infection, je mettrai une antibiothérapie systématique. Alors, chez ces patients-là, il faut un bilan minimal, une radio, un ECG, on est d'accord, mais la gazométrie. Toujours regarder le pH, regarder la PaO2 qui est souvent effondrée, et surtout regarder la PaCO2 qui est élevée. Pourquoi? Parce que le patient est passé de l'hyperventilation maintenant à l'hypoventilation, il n'arrive pas à dégager le CO2. Il faut faire une NFS pour voir bien sûr les signes d'infection, mais pas que. On a des anémies inflammatoires des fois très sévères, parfois même à transfuser. On a une polyglobulie très fréquente. Et puis, il faut voir la CRP, qui n'est pas un paramètre très, très sensible et spécifique, mais quand il est élevé, c'est un moyen de surveillance. La PCT dans les formes graves, oui, parce que là, ça prédit de l'origine bactérienne quand c'est positif. Un ionogramme, une glycémie, une créate, parce que quand on a dysfonctionnement multiviscéral, vous avez les reins qui souffrent en premier et vous avez le pancréas qui suit rapidement avec installation d'un diabète, surtout si on donne des corticoïdes. Et puis, on fera des bilans pour voir l'état du cœur. Donc, devant une dyspnée, il faut savoir qu'il faut faire la NT-proBNP pour attester de l'origine cardiaque ou respiratoire. La troponine s'il y a des douleurs thoraciques, les dédimères si on pense à l'embolie pulmonaire. Et puis après, en fonction, on peut discuter ce qu'il a besoin d'analyser les expectorations quand j'ai déjà quelqu'un qui a été infecté à des germes résistants ou alors s'il ne répond pas à une antibiothérapie correcte. Donc, je commence à chercher dans les bactéries pour bien cibler l'antibiothérapie. Alors maintenant, comment on traite? Si c'est un patient léger en ambulatoire, bronchodilatation à renforcer. D'accord? Et encore une fois, je rappelle le rôle de la chambre d'inhalation quand je n'ai pas assez de sources pour faire les nébulisations. Je donnerai les corticoïdes, mais peu et de façon très courte, 5 jours. Donc 40 mg, 5 jours, c'est largement suffisant. Je peux proposer une kinésithérapie de désencombrement bronchique si le patient est très encombré par l'inflammation qui est en poussée. Et je vais discuter les antibiotiques si j'ai des signes en faveur. Ce n'est pas systématique. Enfin, un petit rappel, puisqu'on voit encore des ordonnances qui traînent avec la théophiline et compagnie, il faut oublier, s'il vous plaît, que ce soit pour le traitement de fond ou l'exacerbation.
Si j'hospitalise le patient, parce qu'il avait les critères qu'on a vus tout à l'heure, je vais oxygéner. Mais attention, hier dans l'asthme, on avait dit 4, 6, 8, il n'y a pas de problème, parce qu'il y a très peu d'hypoventilation. Mais le BPCO, avec toute la charge qu'on a vue tout à l'heure, il se fatigue vite. Donc, il ventile vite parce qu'il a besoin d'oxygène, mais malgré la bonne volonté de vouloir amener plus d'oxygène, il passe dans l'hypoventilation. Alors, en général, quand on ventile vite, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on compense l'hypoxémie, certes, qui est là, mais le CO2, tac, 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 il passe très vite, on a de l'hypocapnie. Mais quand on se fatigue, ben, on ne dégage plus le CO2, donc on a vite des hypercapnies qui s'installent. C'est pour vous dire que, en général, oui, ils ont besoin d'oxygène, mais mettez des petits débits, 2-3 litres, pas plus. S'il ne va pas bien, je vais vous dire comment on fait tout à l'heure pour le suivi de la PaO2. Ça veut dire que le problème, il n'est pas dans l'oxygène, il est ailleurs, il est dans le CO2. Donc, il faut corriger cet excès de CO2. Donc, l'objectif quand on oxygène, en tout cas dans la précipitation, là, quand j'oxygène, je veux que la PaO2 dépasse 60 mm de mercure. Je ne demande pas beaucoup, mais je demande qu'il bascule au-delà de 60. Et que la saturation soit au-delà de 92. Ça ne fait pas l'unanimité, 90 à 92. Moi, je préfère 92, je suis plus à l'aise au-delà. Donc, 92, comme hier, 93, 95. Je n'ai pas besoin d'hyperoxie. OK? Et donc, le débit de 3 litres. En tout cas, il ne faut pas dépasser les 4 litres par minute. Maintenant, regardez la suite. C'est ce qui est important. Parce qu'il vient, vous êtes obligé de mettre la lunette ou voire même plus, le masque, etc. Si j'ai ensuite une PaO2 qui a dépassé 60 mm de mercure et je n'ai pas d'hypercapnie, je n'ai pas d'acidose, je maintiens le même débit. OK? Si par contre la PaO2 elle a augmenté, mais on a de l'hypercapnie ou une acidose, il faut immédiatement ajouter, vous gardez l'oxygène et vous ajoutez la ventilation non invasive avec le masque. Ça, c'est quelque chose qui a changé la vie des BPCO parce qu'on les intube moins, parce qu'on les envoie moins en réanimation où la mortalité était élevée. Maintenant, la PaO2, elle n'a pas augmenté. Elle est restée en dessous de 60. Mais il n'y a pas de problème de CO2 ni de pH. Qu'est-ce qu'on fait? C'est là où je peux enfin tourner et augmenter le débit et il n'y a pas de problème. Mais recontrôler la gazo. D'accord? Maintenant, si en plus de l'hypoxémie qui s'aggrave et qui ne s'améliore pas, vous avez de l'hypercapnie et de l'acidose, privilégiez la VNI. S'il y a contre-indication, si vous ne l'avez pas ou si ça échoue, en tout cas, on se prépare déjà à la prochaine étape et on demande s'il y a une place à la réanimation parce que le patient va être intubé. Alors, en hospitalier, on va continuer le salbutamol plutôt en nébulisation, mais s'il a une voie veineuse et surtout s'il va être plus tard intubé, donc c'est la voie parentérale. Mais en général, on continue tant qu'il peut avec la voie de nébulisation et on maintient les corticoïdes, 40 mg de prednisolone ou équivalent. Après, on peut augmenter les doses si nécessité, mais en général, les petites doses. Dans la BPCO, vous avez compris que les corticoïdes n'ont pas une cible assez conséquente comme dans l'asthme. Donc, augmenter les doses n'est pas forcément synonyme de gain supplémentaire, mais plutôt d'effets secondaires supplémentaires. Donc, en pratique, pour continuer, la VNI est le moyen préférable de ventiler pour éviter l'acidose qui va donner les défaillances multiviscérales. D'accord? Si la lunette n'est pas suffisante, il faut aussi penser à mettre le masque nasobuccal tant qu'il n'y a pas de l'hypercapnie. Mais s'il y a hypercapnie, c'est la VNI d'emblée. Alors maintenant, il y a des contre-indications à la VNI. Ce patient BPCO, par exemple, qui fait trouble de conscience, pas de VNI. Ce patient BPCO qui éclate une bulle, qui me fait un pneumothorax, pas de VNI. Un patient, par exemple, qui vomit, qui risque d'inhaler, pas de VNI. Donc, il y a des contre-indications qu'il faut savoir respecter. Et c'est en général, la VNI, c'est un mode ventilatoire avec 2 niveaux de pression. Et surtout, il y a la pression expiratoire qui va purger l'air. Elle empêche les branches de se collaber et de se fermer prématurément. Donc, la branche, avec la pression qu'on envoie, reste ouverte. Et donc, on sort l'air et ça, vraiment, ça soulage les patients. Alors maintenant, la ventilation invasive, compte échec, signe de gravité qu'on a vu tout à l'heure, et on doit intuber le patient. L'objectif est le même, c'est d'avoir une PaO2 supérieure à 60 mm de mercure. Alors, sachez que les BPCO sont à risque d'avoir des problèmes donc d'atélectasie plus fréquemment et de barotraumatisme, donc de pneumothorax. Bien sûr, ce sera une intubation orotrachéale avec induction.
avec une ventilation en mode assisté et puis on peut mettre un trigger. C'est comme quelque chose qui est sensible au démarrage du cycle respiratoire pour qu'il mette la pression et aider le patient, voilà, avec un débit d'insufflation assez important. Et la fréquence respiratoire, comme dans l'asthme, quand on l'intube, est toujours une fréquence basse et un volume courant bas. Voilà. Donc, quand est-ce qu'on fait la ventilation non invasive? Ça, on l'a compris, acidose, hypercapnie. Ou alors, même si on a passé deux paramètres, dans certains cas, quand vous avez une hypoxémie réfractaire et que le patient est très dyspnée qui ne s'améliore pas, on fait quand même la VNI pour ouvrir et recruter des territoires alvéolaires pour améliorer les échanges gazeux. Enfin, la ventilation invasive, c'est échec de la non-invasive, c'est une aggravation de l'état respiratoire ou l'arrêt cardio-respiratoire, c'est les troubles neurologiques essentiellement. En fait, c'est les recommandations générales d'une intubation qui doit être prise au bon moment. Alors, les antibiotiques, vous avez compris, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est juste à titre indicatif. C'est l'amoxicilline à titre clavulanique. Ça, c'est une bonne antibiothérapie. Les céphalo deuxième, troisième génération. Et quand j'écris macrolide, c'est les macrolides antipneumococciques comme la pyostacine. D'accord? C'est pas l'azithromycine en tout cas. Et puis après, il faut élargir le spectre. Plus la forme elle est sévère, plus elle est ancienne, on peut donner donc les fluoroquinolones, voire des bêta-mimétiques et nouvelles molécules qui vont viser le pseudomonas et les germes multirésistants. Sans oublier que des fois, c'est purement viral, mais on dit si la grippe condamne, l'infection exécute. Donc, au fait, souvent, on a une surinfection bactérienne. Donc, quand ça s'aggrave, il faut penser à l'antibiothérapie. Alors, pour respecter le temps, je vais juste voir est-ce que vous avez des questions ou j'avance. Je vais maintenant attaquer l'embolie pulmonaire. C'est bon? Alors, j'ai perdu le... Est-ce que vous arrivez à voir mon partage? Vous recevez toujours mon partage? Ouais, ok, super. Allez, j'y vais. Donc, l'embolie pulmonaire. Pourquoi en parler? Parce qu'on m'a demandé justement de faire un petit rappel. Et je trouve que c'est aussi une cause très fréquente d'exacerbation. Donc, j'en ai profité pour en parler dans la BPCE. Alors, l'embolie pulmonaire, c'est un certain... attendez, c'est un certain monsieur Virchow qui a trouvé la triade de Virchow et qui a dit que quand on a dans des endroits de veine une stase veineuse où vont en fait s'accumuler, s'agglutiner les facteurs procoagulants, et si on a un terrain d'hypercoagulabilité, c'est le cas de la BPCO, d'accord? Et puis si on a une lésion endovasculaire, on aura donc l'agglutination de ces différents éléments procoagulants qui vont former un caillou. Voilà. Donc le sang va coaguler, va être dans un premier temps attaché à cette paroi anormale, mais à un moment, il va se décoller, ok, et va migrer. Alors, il va migrer jusqu'au poumon, parce qu'on va parler d'embolie pulmonaire, mais c'est en vérité une maladie thromboembolique. Alors, pourquoi on ferait de l'embolie ou de la maladie thromboembolique en général? C'est parce qu'on a été immobilisé à cause d'une chirurgie importante, surtout la chirurgie abdominale, les fractures surtout en orthopédie, notamment les plâtres qui dépassent 3 jours, ou toute autre cause d'immobilisation. Hein. Des fois, ça survient dans des contextes assez particuliers. Hein. Une grippe qui a cloué un patient à risque au lit. Et puis, sans oublier le rôle hormonal chez la femme, notamment les contraceptifs. Il faut faire très attention, notamment chez les femmes jeunes. Après, ces facteurs peuvent être persistants, comme un cancer. Un cancer, on sait qu'un état de dégradation brutale, c'est une embolie pulmonaire, ou alors une thrombophilie majeure. Maintenant, les mineurs sont quasiment les mêmes, sauf que la durée, elle est moins importante. Au lieu des 3 mois et 3 jours, ça va être 2 mois et 2 jours, et moins de 3 jours. Donc, voilà, c'est important aussi à les considérer. Sans oublier, j'aimerais bien par contre souligner ici les voyages qui dépassent 6 heures. Alors, pour les gens qui ont déjà voyagé, on demande aux gens de contracter leurs jambes, de bouger, de déambuler. Pourquoi? Parce qu'il y a la stase qui favoriserait les accidents thromboemboliques. Alors, ça va migrer, ça va migrer.
Si donc vous suivez un petit peu les veines, donc les tibias, les fémorales, les iliaques, puis la veine cave inférieure, puis après ça passe dans la veine cave supérieure via le foie, et puis hop, dans la circulation pulmonaire droite. Donc ça veut dire ODVD et donc artère pulmonaire. Le caillot, quand il passe dans l'artère pulmonaire, il va bloquer contre une branche de l'artère pulmonaire plus petite, et donc on aura un territoire qui va plus être vascularisé. Alors cliniquement, qu'est-ce qu'on aura? Une douleur, une dyspnée, une hémoptysie, d'accord? Et puis, des fois, on a des thrombus abdominaux, hein, donc les douleurs abdominales et pelviennes devraient aussi alarmer. Et puis, il faut voir aussi les signes de gravité. Alors, c'est en général un tableau qui est très atypique. Pourquoi? Parce que vous avez un début brutal avec une dyspnée, une douleur, parfois une hémoptysie. Donc, on a quand même quelque chose de très, très parlant. Et puis, à l'examen, il n'y a pas grand-chose. Si, souvent, il n'y a pas de thrombophlébite, hein. Et l'examen pleuropulmonaire est très pauvre et surtout la radio, elle est très pauvre. Donc, il n'y a pas grand-chose. Des fois, même la radio, elle est normale. Ou alors, on a comme sur cette radio d'un malade admis pour embolie pulmonaire grave en réanimation, une ascension de la coupole. C'est là où il y a l'embolie. Pourquoi? Parce qu'on a ce qu'on appelle la pneumoconstriction. C'est que le corps va comprimer la partie concernée par l'embolie pour faire une redistribution vasculaire vers les zones saines. Ça se traduit par une ascension de la coupole. Des fois, c'est une hyperclarté dans une zone. Des fois, c'est un petit émoussement du cul-de-sac parce que le fait qu'il y ait un territoire qui n'est plus concerné, souvent avec des petites atélectasies comme ça en bande, quand c'est des sous-segmentaires, ça fait un changement de pression. Rappelez-vous, la cavité pleurale, c'est une histoire de pression. Donc, les entrées vont être supérieures aux sorties, on aura une pleurésie réactionnelle. Les atélectasies en bande, très évocateurs de l'embolie pulmonaire, les fameuses lignes B qu'on disait avant. Et parfois, c'est un foyer de condensation. Et le problème ici, c'est que ça peut être pris pour une pneumonie. Car, un, l'embolie peut s'accompagner d'une fièvre réactionnelle. Deux, le foyer d'infarcissement pulmonaire peut se surinfecter. Donc, et des fois, on traite comme ça et on se rend compte que finalement, c'était une embolie. Et puis, des fois, c'est pseudo-tumoral. Donc, en général, devant des tableaux particuliers, facteurs de risque, dyspnée brutale, douleur thoracique et ou hémoptysie, donc les autres signes, en tout cas la dyspnée, on se dit peut-être, mais je ne suis pas sûre. L'examen n'a pas apporté grand-chose, la radio n'a pas apporté grand-chose, mais ces discordances radiocliniques m'intéressent. Je vais calculer un score. Alors, il y en a, les deux se valent, hein, Wells ou Genève. Je vais par exemple commenter le Wells avec une formule simplifiée très très simple. Antécédent d'embolie de thrombose, tachycardie, chirurgie ou immobilisation dans les 4 semaines précédentes, hémoptysie, cancer connu, signe clinique de thrombose veineuse périphérique et absence de diagnostic alternatif. C'est quand vous voyez cette radio normale, vous dites quel est le diagnostic qui pourrait m'expliquer tout ceci. Donc, quand vous n'avez pas un diagnostic alternatif, vous cotez 1 et vous calculez. Donc, de 0 à 1, l'embolie, elle est peu probable. De plus de 2, elle est probable. Alors, bien sûr, je fais la radio, c'est les signes qu'on a vus tout à l'heure, mais devant dyspnée douleur, je serai forcée de faire le CG. Et on peut avoir des signes voilà, qui sont plutôt évocateurs d'embolie pulmonaire. Et je ferai la gazométrie parce que là, il y a forcément une hyperventilation réflexe parce qu'il y a un territoire qui a été perdu. Donc, je vais avoir de l'hypoxie et de l'hypocapnie et plutôt de l'alcalose. Donc, à l'ECG, qu'est-ce que je trouve? Je trouve S1Q3, c'est-à-dire une onde S profonde en D1 et une onde Q profonde en D3. C'est assez évocateur, plus bien sûr l'axe droit du cœur. Alors, qu'est-ce que je vais faire dans ce cas-là? J'ai calculé, donc j'ai des éléments qui m'orientent, ok? Mais j'ai rien en main. Et puis, je pense que ça peut être une embolie pulmonaire. Et l'embolie, on dit, vaut mieux y penser par excès que par défaut. Si la probabilité clinique, elle est peu probable, je fais les dédimères. S'ils sont négatifs, stop. Les études statistiques à grande échelle ont montré qu'on pouvait rater 1% d'embolie et ce n'est pas des embolies massives ou graves, c'est en général très très distal et minime. Donc, statistiquement parlant, on peut s'arrêter. Maintenant, positif ou alors probabilité clinique forte. Je fais l'angioscan et je cherche l'embolie pulmonaire. Maintenant, si l'angioscan n'est pas réalisable dans l'immédiat ou pas du tout, on peut faire une échographie cardiaque, comme on peut faire voilà, un angioscanner par la suite quand elle n'est pas contributive, et aussi à la place de l'échodoppler des membres inférieurs quand c'est positif. Mais quand c'est négatif, on va toujours se rabattre sur
L'angioscan. Alors, pour l'écho-cœur, rappelez-vous ce qu'on va chercher, la dilatation des cavités droites, le septum paradoxal, la fuite tricuspidienne, la dilatation de l'artère pulmonaire et peut-être voir un thrombus dans les cavités droites. Donc, maintenant, vous comprenez ce que vous allez prendre à l'échographie. Alors, du coup, je confirme. Voilà, par exemple, ici, je vais mettre le pointeur. Ça, c'est une très belle image en cupule ici parce que le produit de contraste s'est arrêté au contact d'un énorme thrombus de l'artère principale droite, d'accord? Et puis un foyer d'infarcissement pulmonaire qu'on aurait vraiment pu prendre pour une pneumonie tout simplement. Si on n'a pas d'angioscan, par exemple, voilà, si on a encore un doute qu'on veut renforcer le diagnostic, eh bien, on va se rabattre sur la scintigraphie et on fait perfusion et ventilation et on match les deux images. Pourquoi? Parce que je cherche tout simplement un territoire ventilé, mais non perfusé. C'est là où il y a l'embolie pulmonaire et je vais donc confirmer, voilà, par exemple, ici on a une amputation, je vais confirmer l'embolie pulmonaire. Alors, une fois que je vais confirmer l'embolie pulmonaire, je dois me dire est-ce que c'est grave ou pas grave. Parce qu'encore une fois, si j'ai deux patients, une seule place, je prends des décisions. Et puis pour le patient lui-même, lui dire un pronostic. Donc, si le patient il est à faible risque de mortalité, je vais démarrer un traitement en ambulatoire même par HVPM. Et si par contre le patient il est à haut risque de mortalité, j'ai besoin de le prendre en hospitalier pour démarrer un traitement et discuter même la thrombolyse. Alors, on utilise en général le score PESI. Si j'ai un patient de plus de 80 ans qui désature à moins de 90%, une pression artérielle systolique de moins de 100, une fréquence cardiaque à plus de 110, un cancer, une insuffisance cardiaque ou respiratoire chronique, je mets un point. Alors, un score PESI à 0, la mortalité est de 1%. Un score PESI plus de 1, on va dire que le risque est intermédiaire pour la mortalité. Soit intermédiaire faible, quand on n'a pas de problème du cœur droit et des biomarqueurs, savoir la troponine, la BNP, mais intermédiaire élevé quand on a dysfonctionnement du VD et élévation des biomarqueurs. Enfin, quand j'ai un choc hémodynamique, la mortalité est de plus de 25%. D'accord? Donc là, par contre, le risque est dit élevé pour la mortalité. Donc, au total, pour revenir, parce qu'on a évoqué l'embolie, dans le cas de la BPCO qui peut être une cause majeure de décompensation, la BPCO, elle, on va renforcer le traitement bronchodilatateur, mettre un peu de corticothérapie, oxygéner avec gazométrie pour voir le plus vite possible est-ce que le patient a besoin de VNI. Parce que chez ces patients-là, vous augmentez l'oxygène, après ils vont avoir des troubles de conscience et vous ne comprenez pas pourquoi. Ils vont aller directement à la case intubation alors que la VNI empêche le passage en réanimation et améliore la survie. Il faut voir les indications de l'antibiothérapie et donc je mettrai encore en valeur la place de la ventilation non invasive, mais dire que en cas d'échec ou de contre-indication, pensez à la ventilation invasive au bon moment. Alors, il faut désencombrer ces patients, corriger les troubles électrolytiques et l'état de dénutrition. Pensez à la prophylaxie thromboembolique. Vous savez, vous prenez en charge une BPCO, mettez une dose préventive prophylactique d'HVPM. D'accord? C'est juste pour vous dire le rôle de l'embolie pulmonaire à elle seule ou en association avec l'infection dans les exacerbations. Alors, les sirops et tout ça, pas de place pour résumer, mais l'hydratation, c'est mieux. Alors ensuite, à quel moment on retourne le patient en service froid ou carrément chez lui? Eh bien, c'est quand il va au fait se stabiliser, quand il n'aura plus de signes de gravité, quand il aura réduit sa consommation en bronchodilatateur et en corticothérapie, sinon il doit passer par un service de médecine. Et une fois qu'on aura arrêté le traitement de l'exacerbation, c'est tout le rôle de l'éducation thérapeutique, encore une fois. Là, c'est une maladie mortelle. Il faut vraiment qu'il comprenne ce qu'il est en train d'avoir comme maladie et le gérer correctement. Des patients, même à l'état stable, on refait des gazos pour voir s'ils auront besoin de ramener avec eux un appareil d'oxygène ou de VNI. Et puis, on va bien sûr adapter le traitement, rappelez-vous, à base de bronchodilatateurs et de sevrage tabagique. Enfin, les patients maigres, il leur faut absolument un suivi nutritionnel et parfois psychologique parce que c'est des gens qui sont très, très anxieux, dépressifs. Des fois, ils ont vraiment besoin d'un suivi psychiatrique. Et on revoit les patients au maximum au bout de 4 à 6 semaines pour voir un petit peu leur évolution. On fait des suivis très réguliers pour les BPCO et les spirométries sont indiquées au moins une fois par an et à chaque changement de l'état. Alors, j'ai dit tout à l'heure qu'un BPCO, c'est comme si vous respiriez avec une paille.
Le BPCO quantifie l'hypertension pulmonaire, qui est une des complications très graves avant d'arriver à l'insuffisance cardiaque droite. C'est comme si, en plus, vous lui bouchez le nez et qu'il doit continuer à respirer par sa paille. Donc, c'est juste pour vous dire que c'est hyper, hyper grave, les BPCO. Autant les diagnostiquer tôt et mieux les prévenir. Donc, voilà, c'est une maladie très fréquente. Maintenant, regardez autour de vous, taux expectoration, tabagisme. S'il vous plaît, demandez une exploration pour pouvoir traiter ces patients correctement. L'exacerbation augmente la mortalité. Tout le but d'ailleurs du traitement, c'est de réduire les exacerbations et leur gravité. Malheureusement, pas de traitement curatif. Bon, certains patients peuvent discuter la transplantation et encore, arriver jusque-là, combien de patients vont bénéficier de ce geste qui ne se fait pas encore chez nous. Donc, d'où l'intérêt de la prévention tant qu'on connaît le facteur. Alors, si pas de questions, on enchaîne. Alors, dites-moi, est-ce que vous avez des questions sur la BPCO et l'embolie pulmonaire? Alors, pas de questions? Alors, si pas de questions, je vais enchaîner. On peut, si vous avez entre-temps des questions, vous me donnerez les questions pour les deux chapitres. Alors, maintenant, l'hémoptysie. Première question qu'il faut se poser, s'agit-il d'une vraie hémoptysie? Ben oui, le sang sort par la bouche, mais d'où est-ce qu'il vient? Donc, la définition de l'hémoptysie, c'est le rejet par la bouche de sang provenant des voies aériennes sous-glottiques. Comment c'est que c'est sous-glottique? Parce qu'il faut quand même un effort de tout pour les sortir. D'accord? C'est en général du sang rouge, aéré, en quantité très variable. Mais la quantité ne prédit pas. Ne prédit pas de... Je répondrai aux questions tout à l'heure, d'accord, c'est retenu. Alors, ne prédisent pas de la gravité. Donc, une hémoptysie est par conséquent grave. Et donc, il faut identifier la cause pour pouvoir traiter tout ceci. Alors, après interrogatoire, sachez que le diagnostic différentiel, notamment avec une hématémèse, avec une épistaxis, qu'on peut également faire passer dans l'arbre bronchique et des fois expectorer. Mais en général, le diagnostic différentiel est moins de 3%. Elle est grave quelle que soit l'abondance parce qu'on ne sait pas si la minime va rester minime ou s'il va exploser par la suite par une hémoptysie foudroyante. La mortalité intra-hospitalière dépasse 50% en l'absence de traitement. Alors, il faut distinguer, bien que c'est difficile, la différence entre une hémoptysie d'origine bronchique et alvéolaire. Pourquoi? Parce que si c'est les bronches, sachez que les artères bronchiques, elles viennent de l'aorte directement ou de l'une de ses branches. Donc, c'est à forte pression. Si elles se rompent, il y aura un sang qui va giquer de façon très importante. Maintenant, quand c'est alvéolaire, c'est plus la membrane alvéolo-capillaire. Du coup, ce sont les artères pulmonaires. Les artères pulmonaires, elles sont à faible pression, mais elles saignent en nappe. Bon, des fois, le patient peut venir pour une anémie plutôt. Alors, les étiologies sont dominées par le cancer et par l'origine infectieuse, ou parfois par les séquelles comme les dilatations de bronches. Maintenant, la première question qui se pose, c'est est-ce que c'est grave? D'abord, la quantité, on a dit, plus c'est abondant, certainement le patient va avoir plus de complications. Mais même la minime, on a dit, on ne sait pas comment elle évolue. Donc, du coup, on se dit que c'est potentiellement grave. Toujours est-il. Si le patient expectoire plus de 200 ml, c'est forcément une urgence parce qu'il peut me faire l'état de choc sur le champ. Maintenant, est-ce qu'on peut quantifier? Sincèrement, non. Mais on dit que la minime, c'est moins qu'une cuillère à café, c'est 5 cc. Que si le patient remplit un petit verre à thé, en général, les patients se ramènent au verre, c'est 120 millilitres. Et si c'est un haricot, si vous le voyez, il remplit le haricot moyen là, entre les mains, c'est 300 ml de sang. C'est très approximatif en tout cas, ce sera au coup d'œil. Alors, il faut vite se renseigner s'il y a des maladies, surtout respiratoires et cardiaques, ou si le patient est sous anticoagulant. Et puis, voilà, évaluer, comme pour toute maladie grave, le retentissement respiratoire hémodynamique, sachant qu'il y a un risque de récidive important. Et puis, il faut voir où est-ce que ça saigne et pourquoi ça saigne, d'où le rôle important de on va dire deux examens. D'abord, l'imagerie qui est le pilier, ensuite l'endoscopie pour aller voir ce qui se passe à l'intérieur. Alors maintenant, il y a des étiologies à haut risque hémorragique qui saignent beaucoup, ce sont les aspergillomes, surtout parmi toutes les formes d'aspergillose, ce sont les aspergillomes. Les anévrismes, c'est des bombes à retardement, notamment les jeunes maladies de B7. Maroc, c'est un pays où on a quand même cette maladie, donc les anévrismes. Les lésions pulmonaires nécrotiques proches d'un axe vasculaire important,
Avec la perte de substance, on peut avoir un grignotage sur la paroi et donc une fistule et hop, ça peut saigner. Et puis, le retentissement hématologique, donc il faut voir s'il y a une anémie aiguë, une coagulopathie, est-ce qu'on a besoin de transfuser, parce qu'au fait, c'est ça la question la plus importante, c'est est-ce qu'on a besoin de transfuser ces gens-là. Est-ce que ce sera par simple culot, par PFC, par apport de plaquettes, donc au fait, tout dépendra de l'étiologie. Et il n'y a pas de score pronostic valide. Donc, première des choses à faire, une fois qu'on a stabilisé le patient, c'est de faire le scanner pour voir où est-ce que ça saigne, pour voir surtout l'étendue du saignement et l'état du poumon sous-jacent. Ensuite, s'il le faut, on fera une bronchoscopie qui n'est pas systématique, mais qui peut quand même être importante, surtout pour aspirer, mettre des gestes d'hémostase des fois. Et sachez que le lavage avec du sérum glacé crée une vasoconstriction et ça peut améliorer et réduire le saignement. On ne fait pas de biopsie, on ne fait pas de lavage de prélèvement, on est juste là, c'est une bronchoscopie de sauvetage pour vider les bronches et pour voir où est-ce qu'il y a le problème. Donc en général, on fait un angioscanner pour localiser le côté. Pourquoi le côté, c'est important? Vous verrez tout à l'heure. Et puis, bien sûr, selon la lésion atteinte, même quand on fait la bronchoscopie dans l'urgence, c'est pour aller dans ce territoire-là particulièrement, puisque l'état du patient peut être instable, ne pas nous laisser explorer correctement. Ensuite, le mécanisme, est-ce qu'on arrive à dépister un mécanisme? Ensuite, faire la cartographie artérielle. Quelles artères sont concernées? Et puis, bien entendu, trouver une étiologie. On trouve une image d'aspergillome, on trouve une image de cancer, de dilatation de bronche, eh bien, on saura ce qui se passe. Alors, la prise en charge est une urgence extrême. Et ça commence par un traitement symptomatique, parce qu'au fait, il faut arrêter le saignement et surtout éviter l'asphyxie. C'est ça le problème, parce qu'on a des fois une inondation bronchique. Et quand on a une étiologie, on va la traiter. Alors, détresse respiratoire, position demi-assise. Monitorer, prendre une double voie veineuse. Là, on comprend pourquoi elle sera double. Et puis, on mettra l'oxygène selon nécessité, surtout quand le patient suffoque, qu'il est en train de désaturer, etc. Laisser au patient au repos, pas trop d'efforts. Et puis, quand on connaît la topographie grâce au scanner, on peut latéraliser le patient du côté qui saigne. Ça, par contre, c'est très important. Parce que les patients auront tendance à se mettre sur le côté. Et bien, si on le met du mauvais côté, il risque d'inonder le poumon qui ne saigne pas et d'aggraver son état par l'encombrement du côté sain. Donc, c'est pour ça qu'il est important de faire ce scanner. Alors, en urgence, il me faut le groupage parce que j'aurai forcément besoin, enfin très probablement besoin de le transfuser. Une NFS, un bilan d'hémostase pour voir s'il y a un problème à corriger spécifique. Et puis, voilà un bilan pour trouver une étiologie. Maintenant, les patients qui vont très, très mal et qui sont en train d'être asphyxiés, ils vont avoir besoin d'être intubés. Là encore, le rôle du scanner pour la topographie. Pourquoi? Parce qu'on préfère l'intubation sélective. Ça veut dire que je vais aérer le côté sain, d'accord? Quand il le faut, ou alors le côté le moins atteint pour assurer une bonne ventilation quand on connaît le côté, donc pour faire la latéralisation. Pareil, si je veux indiquer une embolisation, ça va être, ou une chirurgie d'exérèse, donc le scanner est vraiment très important. Alors ensuite, on peut donner des traitements. Bon, on n'a pas la terlipressine, la vasopressine, on a la glipressine, donc les analogues. On va donner 1 mg en intraveineux lente. On peut également la nébuliser. Mais attention, oui, c'est un très bon vasoconstricteur, mais il y a un risque important. Attention aux patients qui vont accuser une douleur abdominale aiguë, parce qu'il peut faire des vasoconstrictions, des territoires splanchniques. Attention aux patients qui vont avoir une douleur thoracique. Ils peuvent également faire une vasoconstriction des coronaires. Donc, il y a quand même des complications vasculaires assez importantes. Et d'ailleurs, il faut aussi savoir qu'ils sont contre-indiqués en cas d'HTAC sévère non contrôlée de cardiopathie ischémique grave. Donc, si l'artériographie bronchique est prévue, elle peut aussi être faite. Pourquoi? Parce que des fois, eh bien, elle comble le petit défect et ça peut tarir les saignements. Donc, le traitement vasoconstricteur, oui, mais sachez détecter les effets secondaires et connaître les contre-indications. Alors, autre mesure, l'hémoglobine, quand elle va s'abaisser, vous connaissez très très bien le risque, y compris pour le cerveau, pour l'état neurologique. Donc, selon la tolérance clinique, bien entendu, corriger les troubles de l'hémostase quand vous les détectez, donner un traitement antibiotique si vous pensez que c'est l'infection qui est en cause ou qui aggrave le saignement, pas d'antitussif,
encore une fois. Et si le patient est très anxieux, évitez les anxiolytiques. Et si il faut les donner, il faut vraiment donner des doses très très faibles. Enfin, si on a un état de choc, ce qui est très possible avec les hémoptysies abondantes, il faut remplir les patients. Alors maintenant, ce qu'on peut faire aussi, c'est faire la bronchoscopie avec visée hémostatique. Donc, premièrement, on va faire des bolus de sérum glacé. Et le sérum glacé est très efficace, même plus que les agents vasoconstricteurs. Ensuite, on peut également donner de l'adrénaline. Et on peut instiller les vasoconstricteurs type gliprécine en endobronchique. Et là, on aura moins d'effet systémique parce qu'il y aura moins de passage. Mais il y a passage parce qu'il y a des vaisseaux en général dilatés qu'on arrive à voir. Et donc, il y a quand même un passage qu'il ne faut pas sous-estimer. Donc, il ne faut pas s'amuser à donner n'importe quoi, mais à donner les doses vraiment nécessaires pour créer la vasoconstriction et puis surveiller et voir l'évolution. Alors, on peut également utiliser des sondes à ballonner qu'on va gonfler au contact d'une lésion qui saigne. C'est comme quand on comprime une plaie. Des fois, à défaut d'avoir les sondes à ballonner, on peut mettre le bronchoscope lui-même avec le bout sur une plaie et faire le tamponnement d'une lésion qui saigne. D'accord? On peut également aspirer le sang, mais faites attention aux gros caillots. Et on peut prévoir par la suite l'embolisation ou la chirurgie d'hémostase. Quand on n'a pas d'embolisation, c'est ce qu'on fait en pratique malheureusement, chez certains patients qui ne vont pas répondre à ce traitement endobronchique. Donc, en général, quand on a une insuffisance respiratoire, ben, il faut aller à la radiologie et privilégier l'embolisation et à défaut la chirurgie d'hémostase. Quand on n'a pas de insuffisance respiratoire aiguë selon l'abondance, on va décider. Petite abondance, surveillez traitement symptomatique que vous connaissez. Moyenne abondance, c'est selon le terrain, les comorbidités, les étiologies et le mécanisme. Grande abondance, privilégiez toujours l'interventionnel et le traitement étiologique et à défaut, revenir encore sur la chirurgie d'hémostase. D'accord? Donc, il faut vraiment développer tout ce qui est radiologie interventionnelle. C'est des choses qui sont simples pour nos amis radiologues experts et qui sont réalisables très facilement. Alors, le saignement, ça peut être des choses minimes comme sur le scanner à gauche, ces petites plages de verre dépoli. C'est pour ça que durant le Covid, on n'arrêtait pas de crier que dire que le verre dépoli, ce n'est pas forcément des Covid. Et malheureusement, beaucoup de Covid étaient des faux Covid, hein. Moi, je me rappelle supplier les gens de prendre en charge des patients qu'on a étiquetés Covid alors qu'ils avaient déjà du verre dépoli pour d'autres étiologies que nous, on connaît très, très bien. Alors, toujours est-il, des fois, c'est regarder le pointeur, ces petites plages de verre dépoli, c'est une hyperdensité spontanée comme ça, c'est-à-dire que c'est là où ça saigne. Donc, par exemple, si je dois latéraliser ce patient-là, je le mettrai sur le côté sain. D'accord? Voilà. Ensuite, pardon, sur le côté qui saigne. Comme ça, le sang qui est là ne passe pas dans le côté sain. Donc, j'espère que j'ai été claire. C'est juste un lapsus. Donc, je vais mettre sur le côté droit. Et regardez, le scanner à droite, c'est un saignement beaucoup plus important qui peut des fois malheureusement aboutir à un poumon blanc. C'est là où le patient va s'asphyxier. Pourquoi? Parce que le sang va combler les alvéoles et empêcher les échanges. Donc, on a vraiment besoin soit de faire une bronchoscopie lavée, etc., tout ce qu'on a dit tout à l'heure, soit si on a déjà un scanner qui nous a détecté une lésion, faire l'embolisation, soit des fois malheureusement la chirurgie d'hémostase, mais vous comprenez que dans ces parties-là, dans ces cas-là où on a une atteinte des deux côtés, quelle chirurgie, hein, ça peut se concevoir pour quelque chose de localisé ou d'identifié, c'est-à-dire qu'à partir de là, il saigne et il encombre le reste, d'accord? Donc voilà. Après, regardez ce qu'on voit au niveau de la bronchoscopie, c'est des choses, voilà, des fois c'est un peu de rouge, des fois c'est complètement rouge et ça fait vraiment peur des fois quand... donc il faut vraiment agir rapidement parce qu'en face, vous avez un patient qui est en défaillance. Alors, ce patient-là, il arrivait, il saignait. Qui peut me dire c'est quoi la cause du saignement ici? Éventuellement le côté qui saigne. Est-ce que vous arrivez à voir la radio? À votre avis, c'est quoi la cause ici? Alors? Très bien. Vous les avez vus, les DDB? Alors, docteur Farhat, où est-ce que vous les avez vus? Vous pouvez me dire où ça? C'est quel côté? Gauche. Moi, je dis que c'est à droite. On a tous les deux raison. Pourquoi? Est-ce que vous voyez le cœur ici?
La radio telle qu'elle est affichée, effectivement, c'est le côté gauche. Mais quand vous voyez le cœur, qu'est-ce que vous vous dites? Que la radio a été mal accrochée. Alors, voilà, plutôt ça. Moi, je suis tout à fait d'accord. C'est un situs inversus, ce qu'on appelle le syndrome de Cartagénaire. Dilatation de bronche, regardez toujours le cœur. Auscultez, hein, si vous ne savez pas orienter votre radio, auscultez. Parce que c'est voilà, c'est chez le sujet dans le pourtour méditerranéen, c'est une des maladies génétiques des plus fréquentes. Si c'est la mucoviscidose en Europe pour les dilatations de bronches, c'est plutôt voilà, les anomalies ciliaires, donc les dilatations de bronches avec le situs inversus, c'est effectivement la maladie de Cartagénaire. Très bien. Alors, donc, ce qu'il faut retenir, c'est que l'hémoptysie, elle est grave, même quand elle est minime. Il faut évaluer la gravité selon la quantité, mais surtout selon le retentissement clinique et sur les bilans paracliniques. Le scanner est un élément important d'orientation pour la conduite à tenir, y compris dans la gestion du patient, mais aussi pour la bronchoscopie. On doit donc assurer une bonne oxygénation et puis on doit assurer un traitement hémostatique efficace où il faut privilégier l'embolisation beaucoup plus que la chirurgie. Enfin, un traitement étiologique est important pour traiter l'étiologie. Par exemple, la patiente là, si les dilatations de bronches ne sont pas réglées par les moyens donc symptomatiques, on peut proposer une chirurgie d'exérèse. Ce sera vraiment une chirurgie donc d'hémostase et surveiller de très très près jusqu'à s'assurer qu'il n'y a pas eu de récidive. Et voilà, je pense qu'on a fini dans les temps parce qu'il y a un webinaire qui va suivre, donc on m'a demandé voilà, de faire plus tôt. Alors maintenant, est-ce qu'il y avait des questions? Alors, j'avais repéré une question. Dans quel cas on peut traiter l'embolie pulmonaire en ambulatoire? C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. En fait, on a vu qu'on pouvait traiter l'embolie pulmonaire quand il n'y a pas de signe de gravité majeure en ambulatoire. Donc, je vais revenir dessus. Alors, est-ce qu'il y a des embolies symptomatiques? Oui, 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 les petits emboles périphériques sous-segmentaires. On avait un médecin qui avait consulté pour une toux chronique. Et comme elle était asthmatique, elle avait des traitements de l'asthme, des traitements de renforcement de l'asthme. Je vous raconte pas les antibiotiques, elle a tout eu. Donc, du coup, à un moment, ça ne marchait pas. Et on s'est dit, c'est vrai que la probabilité, elle est faible, mais on s'est dit, bah, tiens, faisons les dédimères. Ils sont revenus hyper élevés. On a fait l'angioscan, c'était une embolie pulmonaire. Voilà, des fois, c'est des petites dyspnées qui n'amènent pas le patient dans l'immédiat. Ça, c'est le problème des formes minimes, des formes qui touchent vraiment les sous-segmentaires, pas les artères principales. Alors, voilà, quand est-ce qu'on peut traiter en ambulatoire? C'est des patients qui n'ont pas une BPCO grave. Donc, s'ils font l'embolie, ce sera une embolie qui n'est pas grave. Alors, non, la question, c'était pour l'embolie, pas pour la BPCO. C'est ça? Attendez, parce que je l'ai lu, mais aussi simple. L'embolie. Alors, pardon, ça, c'était pour la BPC. En tout cas, la BPC, on peut la traiter en ambulatoire quand c'est pas grave. L'embolie pulmonaire, quand on calcule le score PESI. D'accord? Le PESI 0, mortalité, si vous vous rappelez, 2,5%. Donc, vous pouvez très bien traiter le patient en ambulatoire tant que c'est pas une atteinte proximale, tant que le terrain n'est pas inquiétant. Voilà. Donc, au fait, tout est relatif, mais ces patients-là, si on a vraiment la contrainte de ne pas les traiter en hospitalier, on va les traiter en ambulatoire. La vitamine K, sincèrement, non, elle n'a pas été efficace parce que c'est pas un problème de vitamine K, sauf si vous avez une anomalie voilà, qui nécessite de donner de la vitamine K. Non, c'est la télytrypsine, malheureusement, qui est la seule molécule vasoconstrictrice parce qu'on cherche à faire de la vasoconstriction. Voilà. Et c'est plus le traitement endobronchique, voire l'embolisation. Donc, la radiologie interventionnelle est vraiment importante. Ben, sinon, c'est de la chirurgie. Voilà. Non, la vitamine K, non. Alors, d'autres questions? La BPCO, maintenant, c'est clair pour vous? Ouais, ça c'est clair.
Alors, vous avez suivi ou pas? Alors, quand l'image au cours d'une visite pseudo-tumorale fait... Tiens, un broncho... Non. Alors, non. Au fait, si vous voulez dire quand l'image au cours d'une visite est pseudo-tumorale. Ah, d'accord, d'accord. Donc, c'est-à-dire, faut-il faire... Oui. Alors, écoutez, tout dépend de l'état du patient. S'il est stable, je ferai la broncho et pour voir le saignement et pour voir la tumeur. Et bien sûr, je vais optimiser le geste. Mais par contre, si le patient est instable, je vais différer le geste de confirmation par la suite. Donc, je le ferai dans un deuxième temps parce que j'ai besoin de faire, voilà, des gestes assez codifiés et je voudrais que le patient soit stable pour cela. Mais si, oui, son état le permet, bien sûr, je ferai les deux en un, bien entendu. Alors, si vous n'avez, alors je vais juste regarder s'il y a des, il y a plus de messages. Alors, si vous avez des questions, on a encore une minute. Ben, sinon, je vais vous dire merci pour votre participation. Bon courage pour la suite et je vous laisse le temps de vous connecter au webinaire. Avec plaisir. Ben, très bien, s'il n'y a plus de questions, je vous dis bon courage et à très bientôt, Inch'Allah. Super. Ben, ça m'a fait plaisir. Très bien. Allez, au revoir. Bon courage.